Laurence Dessy, le docteur Jeannette Bourgeois, Lison Bruno, Rosa Rivière, de l'Institut François Réveil, Élodie Cassovielle, est-ce que tout le monde est là, que tout le monde est présent. Tout le monde est complet. Et voilà, le chef, une belle recette avec les spécialistes de santé. Ils sont tous unis pour faire avancer cette cause et pour soutenir les femmes. Bonjour. Je vais rester debout parce que je suis plus à l'aise pour parler debout. Voilà. Merci à vous de nous accueillir dans cet échange juridique après ce qu'on vient d'entendre. Après des personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, c'est sûr que nous, on est des professionnels de la santé qui avons fait rempart en fait. Et très vite, le syndicat Liberté Santé s'est créé. On savait qu'on devait se constituer au niveau juridique parce que les grandes fédérations, les syndicats nationaux ne se positionnaient pas par rapport à la loi du 5 août qui les empêchait de travailler s'ils n'acceptaient pas la vaccination Covid. Donc très vite, on s'est fédéré, très vite, on s'est organisé, on s'est structuré pour venir en aide aux professionnels de la santé qui vivaient cette injustice au niveau du droit du travail. Donc voilà, je pense qu'on est parti dans des plaintes ordinales, l'accompagnement là dans la salle à côté, peut-être certains y ont assisté, les médecins qui ont souhaité informer, éclairer et traiter ont été attaqués. Donc, notre structuration a pu permettre de s'entourer d'avocats ici présents que je remercie, qui ont accompagné de façon très affirmée les professionnels de la santé et bien d'autres encore. Donc, on a de la chance que les avocats et la justice ont pu prendre conscience que ce qui se passait n'était pas juste pour les professionnels de la santé. On accompagne dans les plaintes voilà, de tout ce qui se passait, de tout ce qui se passe actuellement. Grâce à nous souhaitons partir vers l'indemnisation des préjudices qu'ont vécu les professionnels de la santé lorsqu'ils ont été leur travail. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est un pas collectif, voilà, qui est fait à titre individuel, mais c'est tous ensemble que nous allons faire. Merci de votre attention. Moi, je suis responsable de mon cabinet. Et quand on vient
avant de bienvenue à la choix d'être suspendu. C'est une action qui me paraissait été destinée à respecter ce que le gouvernement veut. C'était tout à fait droit à elle, puisque au courant de quoi que ce soit, négociation d'acquisition à la fin du procès, je rentre chez moi avec l'amende et attention, vaccin. À quel moment ce produit est un vaccin? Obligation. Enfin, alors moi, personnellement, dans mes compétences professionnelles, je ne peux pas injecter un produit que je ne connais pas. Et je ne peux pas abandonner mon poste sans aucune raison valable. Je ne comprends pas très bien comment l'ordre s'est positionné à ce moment-là. Et qui continue à être sous le silence. Je remercie toutes les personnes qui sont les femmes que je ne connais pas du tout personnellement. Et que j'ai pu suivre plein de fois. Merci. Merci d'ouvrir la voie parce que nous, nos corps de métier sont sous le silence. Et ça, c'est vraiment tout le monde. Donc aujourd'hui, après le dernier procès qui a eu lieu en avril 2023, il faut radier les définitivement. Je suis en phase d'appel de cette décision. Et la suite viendra plus tard. Voilà. Donc, je témoigne, je prends la parole parce que, en fait, on se cherche, nous les soignants qui avons fait ce choix-là d'honorer le lien professionnel, de faire des faux passes vaccinaux. Je sais que je ne suis pas la seule. Et où sont mes collègues? Et j'imagine quelle souffrance ils vivent. Voilà. Donc, je serais ravie qu'on puisse peut-être dire un espace de parole pour aller plus loin dans la défense. Merci beaucoup. Merci infiniment au syndicat Liberté Santé. Merci.
Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Florence Bessy, je suis avocate au CNV. Depuis 2021, je défends les suspendu, un petit peu partout en France. Donc aujourd'hui, c'est un petit état des lieux en fait sur les décisions qu'on a obtenues, un petit peu où on en est sur tous ces recours. Donc je défends à la fois les salariés du privé et du public, donc des membres du conseil de prud'homme et de la administrative. Concernant d'abord les prud'hommes, en mai 2023, j'avais donné 3 dossiers au conseil de prud'homme de Marmande. Donc c'était 3 soignantes suspendues. Le juge avait donc ordonné la réintégration et surtout annulé la décision de suspension et ordonné le paiement rétroactif des salaires, un mois de salaire. Les employeurs ont évidemment fait appel. Et alors déjà, il y avait quand même des exécutions provisoires pour ces décisions, mais malgré l'appel, normalement, les soignants auraient dû toucher leur salaire, mais même là, les employeurs ont évoqué des difficultés financières et cette exécution provisoire n'a même pas eu lieu, donc elles n'ont même pas touché les salaires et en appel, les décisions ont été réformées l'année dernière à Agen. Donc voilà, ces victoires, il n'y en a plus trop. Là, les trois soignants ont fait un peu en cassation. Donc les dossiers sont toujours en cours, ça fait à peu près 2 ans et demi. Donc on a fait ces pourvois en juin l'année dernière. Donc, pour l'instant, voilà, ces dossiers sont en cours. Il y avait une autre décision positive à Nancy, en mai 2023 également, mais qui a aussi été réformée. On a eu une dernière décision positive aussi à Nancy en juillet 2024, mais voilà, un appel est en cours et ça sera probablement réformé, parce que la cour d'appel de Nancy c'était annoncé. Donc voilà un petit peu pour les prud'hommes. S'agissant des recours pour les soignants du public et pour les juridictions administratives, pour l'instant, c'est pas très positif non plus. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de décision positive. Il y a encore des décisions en cours, parce que dans la juridiction administrative, c'est toujours très bon. Et depuis 1 an maintenant, je fais beaucoup de recours contre l'État, parce que cette loi, on considère voilà, qu'elle est illégale. Donc moi, je fais sur 2 fondements. En fait, ces recours, c'est à la fois en France, on a une hiérarchie des normes, donc la loi doit être conforme au texte supérieur, donc à la fois la Constitution, à la fois au texte européen et international. Donc moi, je considère que cette loi elle est illégale parce qu'elle ne respecte pas les traités européens et internationaux, notamment tout ce qui est consentement libre et éclairé. On avait une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, donc les produits expérimentaux, il fallait donner son consentement libre et éclairé. Alors, effectivement, on n'est pas dit que les soignants de force, mais quand on dit à quelqu'un s'il ne vaccinez pas, vous n'avez plus de travail, plus de salaire, ça revient à enlever leur consentement. Et puis sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit à la vie privée et familiale normale, une obligation vaccinale pour qu'elle soit, c'est une ingérence dans ce droit-là, et pour qu'elle soit légitime, pour qu'elle soit nécessaire et proportionnée. Nécessaire, alors qu'on sait que ce vaccin n'a jamais été testé sur la transmission, il n'empêche évidemment pas la transmission, et il n'empêche pas non plus d'attraper le Covid. Donc on voit bien que ce n'était pas nécessaire, et ça allait quand même très loin, puisqu'on a demandé à des soignants vaccinés mais positifs de travailler. Visiblement, là, ça ne dérangeait pas qu'ils mettent en danger les patients, alors qu'on avait des soignants suspendus, non vaccinés, mais potentiellement n'avaient pas le Covid, qui étaient interdits de travailler. Donc, je fais ce recours contre l'État sur ce fondement, et puis à la fois, on va dire que si le juge considère que cette loi est quand même légale, il y a une responsabilité de l'État du fait des lois. Donc, quand la loi a causé un préjudice, l'État doit réparer. Il faut que les soignants démontrent que un préjudice anormal et spécial. Donc, effectivement, payer quelqu'un de salaire, finalement, ça a duré 20 mois, mais au départ, c'était sans limitation de durée. Donc, on est largement sur un préjudice anormal et spécial parce qu'il a considéré, il n'a pas concerné toute la population, mais une partie de cette population. En vue de soignants suspendus, après ça, on peut élargir parce que ont été considérés aussi. On était suspendus les personnes qui étaient travaillant en cuisine, les ambulanciers, etc. Les femmes de ménage, tous les gens qui travaillaient un peu dans les établissements de soins et je dois faire un dernier point, ça concerne moins les soignants suspendus, mais en octobre 2024, je travaille beaucoup avec Christine, a déposé un recours contre l'ANSM devant le tribunal administratif. On a des dispositions dans le code de la santé publique qui vont indiquer que le médicament doit être retiré du marché par le directeur de l'ANSM si une des conditions suivantes est réunie. Donc, si ce médicament est nocif, s'il ne permet pas d'obtenir des résultats thérapeutiques, s'il ne présente pas la composition
conditions déclarées en termes de qualité et de quantité, c'est présente un rapport défavorable entre les bénéfices et les risques, et c'est le contrôle sur la spécialité de ces composants n'a pas été effectué. Donc, si une de ces 5 conditions est réunie, le directeur de l'ANSM doit retirer ce médicament. Nous, on a démontré que les 5 conditions, on n'a pas une seule condition qui est réunie, les 5 conditions sont réunies. Donc, on a demandé, alors d'abord, on a fait tout à l'heure, on a écrit à l'ANSM pour demander de retirer ces vaccins du marché. On a évidemment pas eu de retour, donc on a saisi le tribunal administratif. Donc là, on démontre en détail que ces 5 conditions sont réunies, que les produits sont nocifs. Il suffit de se référer à toutes les bases de pharmacovigilance. On n'a jamais eu autant d'effets indésirables dans le sport de la vaccination. Et là encore, on a 3 ans, 4 ans de recul. Et on sait que ces effets indésirables, ils sont aussi, c'est court, moyen et long terme. Ils ne permettent pas d'obtenir les résultats thérapeutiques. Normalement, un vaccin, c'est censé immuniser contre les maladies. On voit bien que les vaccins attrapent des virus et qu'en plus, ils n'empêchent pas la transmission. Ça, j'en ai été testé pour ça. Le vaccin, notamment Pfizer, il n'a pas la composition déclarée, puisque le produit testé, sur lequel ils ont fait les essais, ce n'est pas le produit injecté. Donc, les laboratoires ont modifié le procédé de fabrication du vaccin entre la phase d'étude et la mise sur le marché. Donc, ça, évidemment, personne ne l'a indiqué, mais ça figure dans les documents de Pfizer. La balance bénéfice-risque, effectivement, elle est défavorable, puisqu'on n'a aucun bénéfice de ce vaccin et on a des effets indésirables excessivement nombreux. Et les contrôles sur les spécialités ou sur les composants n'ont pas été effectués, puisque des expertises indépendantes font état des études, font état dans les études précliniques de graves déficiences méthodologiques et dans les essais cliniques de graves manquements aux bonnes pratiques cliniques qui en avalent les résultats. Donc on démontre avec un certain nombre de documents scientifiques que ces 5 conditions sont réunies. Donc la procédure est en cours, on a déposé ce recours dans le tribunal administratif de Montreuil en octobre 2024. Il faut toujours 1 ou 2 ans pour avoir des décisions dans le tribunal administratif. Donc, on espère que, enfin, ces produits seront retirés du marché. Merci. Nous allons maintenant écouter le docteur Geneviève Bourgeois. Pardon, je suis sur le côté. Je vais faire comme ils ont, je vais mettre debout parce que j'ai du mal à parler si désolée. Donc oui, moi je suis docteur Geneviève Bourgeois, je suis médecin gériatre en hospitalier et au moment où l'ARS nous mettait beaucoup de pression pour qu'on commence cette campagne vaccinale, donc ça s'organisait fin 2020, moi j'ai dit que je ne donne pas mon accord, que je devais donner mon accord parce que je suis présidente du CLIN. Le CLIN sur un hôpital, c'est la structure qui s'occupe de gérer la prévention des maladies infectieuses nosocomiales. Et donc, je devais donner mon accord, et j'ai dit je ne donne pas mon accord tant que je n'ai pas vu les données de l'étude Princeps et non pas les rapports qu'on pouvait avoir dans la presse tout venant, qui était évidemment dithyrambique. Et quand j'ai vu les données, le fait que ce soit une maladie qui quand même touche les personnes âgées et que sur 44 000 patients dans l'étude, il n'y en avait que 1700 qui avaient plus de 65 ans, j'ai tout de suite eu un doute. Le doute, c'est ce qui fait le fondement de la pratique médicale et d'aller vérifier les choses. Donc, à partir de là, je suis évidemment allée plus loin. Et donc, j'ai regardé. Malheureusement, on avait très peu de temps pour regarder, pour chercher. Et puis, dans cette étude, il nous manque quand même beaucoup de données, en particulier les données sur les 15 premiers jours, puisqu'ils avaient décrété que leur vaccin était efficace à partir de 15 jours. Donc, avant, on ne regardait pas ce qui se passait, y compris dans les effets indésirables. Et puis, finalement, poussé par les événements et n'ayant pas le temps de prouver qu'il ne fallait pas le faire, j'ai laissé faire. Et on a fait la campagne pour nos résidents d'EHPAD et du SLD, donc de l'antijo. Et là, j'ai vu les effets secondaires arriver, les effets indésirables, jusqu'à avoir 4 décès suspects. Donc moi, j'ai fait 10 déclarations de pharmacovigilance. Et là, j'ai dit, il faut qu'on stoppe les choses et qu'on réfléchisse. Et puis, après ça, le temps de faire tout ça, il y a quand même eu la 2e dose. Et il y avait des problèmes de consentement déjà, des problèmes de manière dont on présentait les choses aux résidents, puisqu'on n'était pas un consentement éclairé, on ne pouvait pas les éclairer, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans.
Et donc, tout ça, ça me posait question. Et à ce moment-là, il y a des clusters qui ont commencé à apparaître dans les EHPAD autour de nous et finalement chez nous. Et je me suis rendu compte, quand même, en réfléchissant, que tous les clusters arrivaient après campagne de vaccination. C'était systématique dans tous les EHPAD autour de nous. Alors, on était une région, la région centrale de l'Ar, on était assez touchée assez tardivement par le Covid, et en fait, ça a permis de voir ça, que c'était vraiment que après vaccination. Et donc là, je me suis posé d'autant plus de questions, et c'est là que j'ai fini par dire stop, on arrête tout. Malheureusement, une fois que la machine est lancée, une fois que les gens ont donné leur consentement pour le premier, c'était difficile de faire valoir que peut-être qu'ils ne voulaient pas du suivant, et que peut-être que, comme ils avaient fait un AVC 3 jours après, il fallait peut-être quand même se poser des questions sur le reste, même s'ils avaient donné leur consentement pour le premier. Donc tout ça a fait que j'avais beaucoup de doutes, jusqu'à être suspendue pendant 20 mois et être finalement réintégrée. Mais quand on est réintégré, on est très anonyme, en fait. Les soignants étaient très contents de me revoir. Je travaille bien avec eux, c'est une petite structure, j'étais contente. Heureusement, la direction avait changé. Mais besoin quand même de montrer que finalement on avait raison. C'est pas juste qu'on a tenu le coup, c'est que dès le début on avait raison. Et donc, reprenant mes fonctions, y compris les fonctions au sein du CLIN, il fallait que je sois justifiée. Et d'autant plus actuellement, puisqu'ils ont profité d'une de mes absences, où j'étais en arrêt maladie, pour recommander des vaccins Covid très récemment, et réinjecter. Et à chaque fois que je suis absente, je me rends compte qu'ils vaccinent un nouveau service. Donc voilà, il va y avoir des conséquences sur le fait que je participe au CLIN, mais surtout, le besoin irrépressible de faire ce recours que je n'avais pas fait jusque-là parce que je n'avais pas l'espoir suffisant que ça aboutirait. Et finalement, j'ai donc fait un recours au Prud'homme, puisque c'est un hôpital privé associatif, recours au Prud'homme en octobre 2023. On est passé en audience en octobre 2024. Je devais avoir la réponse il y a 15 jours. J'ai toujours pas de réponse. Je viens là, il y a 5 minutes, d'avoir mon avocat au téléphone qui m'a dit qu'il avait enfin réussi à avoir le greffe et qu'on n'aurait pas la réponse avant 15 jours parce que c'est une réponse très longue qui fait 30 pages, il paraît. Mais on ne sait toujours pas quelle sera la réponse. Donc voilà, je suis dans l'expectative. Et puis, à part ça, au Conseil de l'Ordre, j'avais été convoquée dès septembre 2021, donc entre le 15 septembre et ma suspension à moi qui a eu lieu le 19 octobre, parce que j'avais posé des congés. J'ai été convoquée par le Conseil de l'Ordre, et là, c'était très clairement de l'intimidation. Ils me disaient non, vous inquiétez pas, c'est un entretien confraternel. J'ai dit ma cache, je viens avec un avocat et 3 médecins, dont un vous avez pu entendre dans l'amphithéâtre d'à côté. Heureusement, très bien soutenu. Et effectivement, la première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'origine de ce virus et de l'existence de cette maladie? Donc voilà, très clairement, ils cherchaient à poser le terme de complotiste et d'antivax. Au final de leur checklist, j'ai pu répondre que j'en avais rien à cirer de son origine. Moi, ce que je voyais, c'était des malades et que donc j'allais les traiter et qu'il se trouve que je les avais traités et qu'aucun n'était décédé, contrairement à l'hôpital d'à côté qui avait eu 30% de décès. On m'a dit que j'avais eu de la chance. Ouais, bon. Je veux bien qu'on ait allé dans ce sens-là et que je suis d'accord avec mes décisions quand même. Donc, je continue encore à traiter, bien évidemment, le Covid. Et donc, après cette phase vraiment d'intimidation, je n'ai pas eu d'autres nouvelles jusqu'à ce que je reprenne et que je sois réintégrée et que là, j'ai beaucoup de lettres de relance pour le non-paiement de ma cotisation. La cotisation Conseil de l'Ordre des médecins, c'est de l'ordre de 330 € par an. Et quand j'étais suspendue, je ne pouvais pas, tout simplement. Et puis, j'en voyais pas l'intérêt. Et puis, surtout, je refusais de payer des gens qui ne défendaient pas la déontologie médicale alors qu'ils sont là pour ça. Il faut savoir que c'est le rôle du Conseil de l'Ordre des médecins. Et donc, j'estimais qu'ils n'avaient pas fait leur boulot. Et donc, je ne voyais pas pourquoi je les paierais. Et que, étant suspendue sans droit d'exercer, je ne voyais pas pourquoi je paierais une immatriculation qui n'a comme seul intérêt d'avoir le droit d'exercer.
Voilà. Et donc, ça, on est passé en audience mardi, il y a 15 jours, puisqu'on avait demandé un report, puisque tant que, avec la procédure au prud'homme, on demande en fait que soit déclarée inconventionnelle la loi du 5 août 2021, pour toutes les raisons aussi qu'a cité notre dossier, et puis par également objection de conscience, puisque vous savez sans doute que ces vaccins sont faits sur des cellules embryonnaires et que moi, ça me choque terriblement et que je ne peux pas voilà, estimer qu'on va tuer des bébés pour pouvoir faire des vaccins qui en plus sont des poisons. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Et pour moi, c'est juste pas possible. Et donc, on a été sur cet angle d'attaque-là pour pouvoir aller sur le fond après. Donc ça, c'est comme je l'ai dit, toujours en cours. Et puis, donc, il y a cette procédure toujours au tribunal de Montargis, mais fait sur une plainte du Conseil de l'Ordre pour le paiement des cotisations. Et donc, ça a été reporté puisqu'on n'a toujours pas la réponse. Moi, j'ai dit au Conseil de l'Ordre, si ma suspension était effectivement illégale, alors je veux bien payer, il n'y a pas de problème. Mais si ma suspension reste, alors je ne vois pas pourquoi je paye. Voilà où j'en suis, et voilà, on attend une opération. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à votre vidéo. Merci, bonjour à tous. Le premier vif, je pensais que j'allais passer à la fin. Okay, très bien. Je suis désolée, vous êtes dans cet ordre-là. Okay, très bien. Merci. Alors, David Villon, avocat au barreau de Montpellier, et également originaire de Vierzon. C'est un retour aux sources pour moi. Voilà. Donc, très heureux d'être avec vous. Je ne vais pas enquêter sur ce que dira tout à l'heure le professeur Thomas Benagès. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je communique très régulièrement sur la question des soignants suspendus. J'avais envie de rebondir rapidement sur la liberté d'expression, et en fait, très souvent, en fait, l'origine de tout problème. C'est à partir du moment où vous ne pouvez pas penser librement et vous exprimer librement, tout ce qui vient d'être décrit ne peut plus s'appliquer. Parce que là, on vient d'avoir des arguments extrêmement rationnels, et nous sommes, vous l'avez compris, dans un dogme. Le dogme ne peut tenir que si vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Récemment, c'est l'association Réinfo Liberté que j'ai le plaisir d'accompagner dans leur démarche, qui avait communiqué sur des panneaux en 4x3 à Toulouse des affiches concernant les effets secondaires. Est-ce que vous en rappelez? Effectivement, la presse nationale s'en était pressée de dénoncer une campagne anti-vax, complotiste. Vous savez que souvent, complotisme et anti-vax vont de pair. Donc, évidemment, le préfet de la Haute-Garonne a interdit la campagne de communication parce qu'il ne fallait surtout pas faire paniquer la population. C'est d'ailleurs l'argument qui avait été invoqué, c'est-à-dire on vous interdit sur le fondement de la protection de la santé publique. En communiquant, vous allez dissuader les gens d'aller se faire vacciner. Donc cette campagne de communication n'a jamais donné lieu par la suite avec des poursuites pénales, contrairement à ce qui était invoqué dans le courrier du préfet de la Haute-Garonne, qui invoquait notamment la diffusion de fausses informations. Je rappelle que la diffusion de fausses informations est une infraction pénale, sanctionnée pénalement, et que l'association Réinfo Liberté aurait pu être sanctionnée devant le tribunal correctionnel. 2 ans et demi plus tard, bien entendu, rien n'en a été. Nous avons plaidé il y a une dizaine de jours la liberté d'expression, parce que c'est le débat en réalité. Si vous ne pouvez pas discuter des chiffres des effets secondaires de la vaccination, le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nie l'existence des victimes et on nie l'existence de leur droit à réparation. C'est inadmissible. Et évidemment que si la liberté d'expression avait été appliquée, nous aurions pu avoir un vrai débat serein sur l'efficacité et la sécurité des vaccins. Débat qui a été complètement occulté, puisque, rappelez-vous, nous avions une campagne publicitaire payée par nos impôts qui disait qu'on pouvait discuter de tout, sauf les chiffres. Effectivement, vous en rappelez, ça dit mal, hein, ce genre de combat. Donc, nous aurons une réponse dans une... Normalement, c'est annoncé 15 jours, donc ça va dû être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je communiquerai lorsqu'on aura cette décision. Évidemment, ce n'est pas que la question de la campagne de communication à Toulouse. C'est la question de est-ce qu'on peut toujours parler librement dans ce pays, qui est un pays normalement de démocratie et dans lequel, en réalité, on conteste toutes les personnes qui osent avoir un discours autre
que le discours gouvernemental. Donc, je vais conclure rapidement dessus, mais la liberté d'expression, c'est vraiment essentiel. Si nous avions pu parler librement, ce que la plupart des gens ont vécu ici n'aurait jamais pu advenir. Merci. Merci, Maître Julien. Nous laissons la parole à Maître Benagès. Alors, j'enchaîne avec ce qu'a dit David, puisque David, son intervention a porté sur la liberté d'expression, et moi, je vais enchaîner également sur la liberté d'expression. Mais avant tout, je ne sais pas si vous avez conscience, vous avez pour moi la trinité des avocats, là, en ce qui concerne la lutte contre les procédures abusives liées au Covid, Joseph, ici, et David. Là, vous avez vraiment une belle réponse. Ils y sont tous. Je suis vraiment content de parler avant Maître Joseph. Bref, la liberté d'expression. Alors moi, j'interviens dans les mêmes domaines que tous les confrères, mais cette intervention aujourd'hui concerne la liberté d'expression des médecins. Je représente de nombreux médecins qui se sont fait attaquer par le Conseil national de l'ordre des médecins, les conseils départementaux, ainsi que des pharmaciens. Alors je vais vous citer quelques noms et je vais tout de suite enchaîner par rapport, suite à l'intervention de David, par rapport à un pharmacien qui s'appelle Amin. Lui, il a voulu, il a communiqué sur les effets secondaires de la vaccination et sur tout ce qui est pharmacovigilance. Il a communiqué dessus, il avait un blog, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est complètement fait shooter par son employeur, le Pierre Chauvet, et par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Amin, il avait été entendu par le PEPS, qui est une commission parlementaire, publiée par Cédric Villani, une commission parlementaire qui entendait des experts sur justement les effets secondaires. Et il n'a absolument pas été compris, et tout ce qui a été exposé devant la commission parlementaire, ensuite été repris par les parlementaires. Mais ces propos-là lui ont valu d'être sanctionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Donc, on a obtenu récemment une décision absolument incroyable. Il a été suspendu en première instance. On a fait appel. Et en appel, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ça date de 10 jours, a dit que la décision de première instance devait être annulée parce qu'elle était mal motivée. Mais, comme on a le pouvoir lui-même de juger, et on va te radier un an. Ouais. Voilà. Grosso modo, c'était vous avez gagné, votre plaidoirie, vos arguments, parfait, vous avez gagné. Mais sur des éléments que vous n'avez pas défendus, puisqu'on va juger nous-mêmes en dernier ressort, eh bien, on va vous condamner. Bref, c'est pour vous dire que même quand on gagne, eh bien, eux, ils ont la carte joker pour vous faire perdre. Donc, ça va devant le Conseil d'État. Maintenant, je vais vous parler de deux médecins. Je peux vous parler de beaucoup, mais deux médecins pour lesquels les dossiers sont véritablement fondamentaux. Le premier, c'est le professeur Perron. Le professeur Perron fait partie des premiers médecins à avoir été attaqués par le Conseil national de l'ordre des médecins au regard de sa communication. Le professeur Perron, lui, justement, dès le départ, il a écrit des livres, il a communiqué, il a même été interviewé dans d'autres blogs que vous connaissez, pour justement donner un avis différent de celui de la politique gouvernementale. Il donnait un avis différent. Et à l'audience, devant le conseil, la chambre disciplinaire d'Île-de-France, j'ai plaidé que le professeur Perron, au regard de son CV, il a été expert auprès de l'OMS en matière de vaccination, au regard de son CV, il avait le devoir de s'exprimer dans le cadre d'un débat d'intérêt national. Eh bien, ça a été retenu. Et le professeur Perron est, à ma connaissance, pour ce qui concerne les clients, le seul à avoir totalement gagné en première instance devant les chambres disciplinaires. Et tout ça parce qu'on a pu démontrer que c'était un expert en vaccination et qu'il ne s'était jamais opposé d'une manière générale à la vaccination, c'était un expert, et que son expertise en matière de vaccination
faisait qu'il avait une obligation et un devoir de s'exprimer pour pouvoir apporter une parole contradictoire à la politique gouvernementale et à la parole gouvernementale. Et ça a été fondamental parce que le professeur Perron, suite à cette décision, il était absolument ravi. Tout le monde avait été sanctionné, Raoult, Réseau, etc. Je lui ai dit, là, professeur, ils vont faire appel au Conseil national, bien entendu, ils ont fait appel, c'est pas encore passé. Je lui ai dit, là, vous êtes en état de grâce. Concrètement, allez-y, communiquez, parce que votre parole a été validée. On a une décision qui dit, vous n'êtes pas anti-vax. Vous avez le devoir de vous exprimer. Donc, exprimez. Et bien voilà, ça lui a valu quoi? Il n'aurait pas dû m'écouter. Il y a 15 jours, il était à Washington, il a fait un selfie, il fait le tour des réseaux avec Kennedy, et il se prend des petites remarques un petit peu désobligeantes, parce que voilà, sa parole, elle est libre, et elle est libre dans le monde entier, et on l'écoute. Et il n'y a qu'en France, il y a le Conseil national de l'ordre qui continue à vouloir le sanctionner. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil national de l'ordre va obtenir sa sanction devant la Chambre nationale. Il fait très très peu de doute qu'en appel, il risque d'être sanctionné parce que tout le monde est sanctionné en appel. Et concrètement, j'ai représenté donc aussi un autre médecin, Alain Huppert, sénateur Alain Huppert, qui lui a eu 9 mois de suspension en première instance. En appel, j'ai obtenu qu'il y avait 3 condamnations, que 2 condamnations soient annulées et une maintenue. Les condamnations annulées ont été annulées sur des points de vue purement juridiques. Mais le Conseil, la Chambre disciplinaire nationale, ne pouvait pas complètement le relaxer, donc ils ont maintenu une condamnation de 3 mois de suspension pour des propos qu'il a tenus au Sénat, les propos qu'il a tenus au Sénat, en tant que représentant du groupe parlementaire Les Républicains. C'est-à-dire que vous avez un homme politique qui a été sanctionné parce qu'il a représenté un groupe parlementaire. Et donc là, on va aller certainement devant le Conseil d'État, puisqu'on a des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme qui disent que la parole des parlementaires d'opposition est sacrée et elle ne peut pas être bannie. Et à cette époque, donc, les Républicains étaient totalement dans l'opposition et le chef du groupe parlementaire, c'était Bruno Retailleau. Et donc, concrètement, on avait une voix d'opposition qui a été totalement balayée. J'en aurais terminé sur cette intervention, mais pour vous dire que le combat continue, mais qu'on a eu une chasse à l'homme, véritablement, par le Conseil national de l'ordre des médecins, les conseils départementaux, sur tous les médecins qui ont apporté une voix discordante à celle du gouvernement. Et ça, c'est un véritable problème. Et pour enchaîner avec l'intervention de David, donc on est sur une problématique de liberté d'expression fondamentale qui s'applique pour les médecins et pour tous les citoyens. On en reparle. Nous remercions Maître Bourget. Et nous donnons la parole à Maître Joseph, doyen du barreau de Grenoble. Bonjour à tous. Oui, je suis effectivement doyen du barreau de Grenoble et je travaille depuis plus de 20 ans sur le problème des vaccins. Mon livre, que vous trouverez d'ailleurs ici, Vaccins, on nous aurait menti, a eu sa première édition en 2000. J'en suis à la 6e. Bon. J'ai également un roman qui s'appelle Même les beaufs en robe noire dansent avec le diable. C'est de la science-fiction, mais ça permet de faire des choses. Alors, moi, j'ai été un petit peu tout azimut, puisque dès le début de cette histoire, j'ai tout de suite dit c'est une arnaque. Les confrères ne le ressentaient pas. C'est évident que c'est une arnaque, mais comme je savais déjà depuis au moins 15 ans que dans ce domaine, nous sommes dans une religion, donc je savais très bien que tout le monde allait courber les chines dans un premier temps, à dire ah oui, il faut mettre les masques, etc. Et cela. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment expliquer les choses aux juridictions, comment leur parler, quelle est l'attitude que nous devons avoir par rapport aux juridictions qui sont aussi dans la religion. Hein. Le vaccin
à sauver tout le monde, le vaccin a éradiqué les épidémies, etc. Quand on regarde les cours, c'est on regarde les cours, on tombe assis. Ah ben non, mais c'est pas si évident que ça. Tous les arguments qui sont dans mon bouquin, ce sont des citations de médecins, de dizaines de médecins et biologistes qui ont écrit depuis des années et qui posent des questions. Je les ai montrés à un parterre de scientifiques du ministère de la Santé en 2016 lors de la concertation citoyenne. J'ai eu un silence de mort quand je leur ai dit « C'est vous les scientifiques, je voudrais des commentaires ». Je me serais fait dans une classe de troisième dans laquelle un prof de maths vient dire « Je vais prendre un volontaire au tableau ». Vous avez tous le nez comme ça. Alors, comment faire? Eh bien, ça a commencé avec les masques. Avec les masques, on me disait, maître, voulez-vous mettre votre masque correctement, s'il vous plaît? Monsieur le Président, les masques, parce que vous avez sous le nez, ils ont un petit nez, le mien, il ne va pas. Alors, on me foutait la paix. Bon. Et j'ajoutais, d'ailleurs, le virus est tellement petit qu'il passe au travers dans les deux sens. Regardez, ah mais alors on risque de contaminer les autres. Alors plus tard, on disait, mais vous ne pouvez pas les contaminer, ils sont vaccinés. Alors, ah oui, mais celui-là, il n'empêche pas la transmission. Ah bon? Ah, il n'empêche pas la... Mais alors pourquoi on est poursuivi? Il n'empêche pas la transmission? On peut l'attraper quand même? Mais qu'est-ce que c'est que ce vaccin? Vous voyez, dès qu'il y a des questions de bon sens, ils ne savent plus où ils en sont. Alors ils mélangent tout. Alors oui, c'est vrai, j'ai défendu des soignants suspendus, j'en ai défendu 70, étant en public en privé. J'ai lancé des plaintes dans plusieurs coins de France pour empoisonnement ou tentative d'empoisonnement, des plaintes collectives au nom de centaines de personnes. J'ai déposé également une plainte contre le président du Conseil national de l'ordre des médecins pour avoir empêché de soigner. Elle est toujours en cours, puisque je suis passé hier à Paris, dans la chambre de l'instruction, sur appel d'une ordonnance du non-lieu. Et ceci me montre que, toujours, les juridictions sont dans la religion. Alors, quand les gens se trouvent en garde à vue, moi je leur conseille, on a fait des formations de militants depuis longtemps, mais c'est toujours le même problème. La première phrase que vous dites, les gens qui ont déposé plainte contre moi sont le bras imbécile d'un système de salauds. Alors, comme ça, dans le dossier, la première page qu'on verra, c'est cette phrase. Ah oui, mais les gendarmes ne veulent pas qu'on le dise. Eh bien, vous leur dites, vous ne voulez pas que je parle? Eh bien, je me couche par terre et je suis prêt à rester 48 heures. Au bout de 5 ou 6 heures, le gendarme revient, bon, on va écrire votre phrase. Parce qu'il en a marre, il faut qu'il boucle son dossier. Et sans la moindre autre déclaration, le dossier est vide. Alors, c'est embêtant. Voilà. Alors, c'est une façon de résister. Je profite de mot résistance pour dire qu'il y a aussi dans la salle un de mes confrères, que vous ne connaissez peut-être pas encore, et qui a écrit plein de bouquins sur l'emprise de la mafia mondiale sur les institutions. C'est Maître Sanviti qui est ici au premier rang. Et ces livres sont très intéressants. C'est aussi un résistant qui est à découvrir. Voilà. Alors, bien sûr, dans toutes ces procédures, on est face un petit peu à un mur. Et on se demande comment faire. J'ai remarqué que souvent l'humour et la dérision, la caricature des comportements est une grande solution. Je citais souvent dans mes interventions, c'est un petit peu peut-être en dehors du problème juridique, mais la façon de faire quand on montre l'aberration d'un système. Exemple, quand je rentrais dans les restaurants à l'époque des masques, je rentrais comme ça. Et on me disait, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, les messieurs qui sont assis là-bas, ils n'ont pas de masque. Alors le gérant, il disait, ah oui, c'est pas logique. Il enlevait son masque. Voilà. J'ai obtenu aussi, devant un tribunal correctionnel, que toute la juridiction, y compris le proc, enlevait le masque en sortant des boutades de Dijon, des boutades de cette nature. Voilà. Alors, j'en ai terminé. Je rappelle, à mon stand de livres, vous trouverez mes ouvrages. Ils ne sont pas tristes. Et un CD humoristique vous sera offert en même temps. Aujourd'hui, je ne chanterai pas maintenant parce que je crois qu'on n'a pas le temps. Et si vous êtes sage, peut-être.
Merci, Maître Joseph, pour ce moment de nous laissons la parole à Elsa et Collectif. Bonsoir. Je mets bien mon chrono, comme ça Joseph pourra chanter. Alors moi, je suis donc Elsa représentante syndicale de l'hôpital de Montélimar, qui avait été le premier syndicat local à poser un préavis de grève illimité le 23 juillet 2021. Nous, on a tout de suite remarqué que ça a bafoué les droits fondamentaux. Ça nous a fait monter au plafond. Derrière, on s'aperçoit que ça bafoue aussi les droits sociaux, et je vais vous en parler parce que ça, c'est interdit par la loi du 5 août et ça a été interdit par le Conseil d'État. Comme quoi, ils font n'importe quoi. D'abord, c'est vrai, en 2020, ça a été dit, juste une petite parenthèse, on s'est tous rendu compte que fin 2020, quand on a commencé la vaccination massive dans les établissements de maisons de retraite, on passait de 0 Covid à 99,9% de l'établissement. On a semé l'alerte, nous, tout de suite, dans l'établissement, et on nous a dit que ça n'a rien à voir. Passons. Dans la même période, on avait les soignants qui attrapaient le Covid et qui n'étaient pas reconnus en maladie professionnelle ou en accident du travail. On nous refusait l'accident du travail en disant qu'ils ne sont pas tombés. C'est pas grave, on dit tomber malade, mais ça ne marche pas. Par contre, il y a une réelle reconnaissance des maladies professionnelles qui existe. C'est pas nous qui l'inventons, puisque l'agent pathogène SARS-CoV est un agent pathogène reconnu par l'INRS, qui a d'ailleurs grimpé d'une catégorie en 2021, puisqu'il est passé de pas très dangereux à très dangereux. Donc en fait, on est en maladie professionnelle. Tout ça pour dire aux soignants vaccinés ou non vaccinés que si vous avez attrapé le Covid, vous étiez en maladie professionnelle. Si vous étiez en contact avec des patients 6 à 10 jours avant. Et pour les patients vaccinés, vous êtes en maladie professionnelle et voire plus encore. Donc, ne rien laisser passer au niveau juridique. On a des avocats qui sont là et d'autres qui sont absents, qui font tout leur possible pour faire reconnaître les droits. N'oubliez pas que les gens qu'on a en face de nous ont des devoirs. Le devoir de respecter l'humain, le devoir de respecter la santé, le devoir de faire en sorte que les gens qui travaillent sur place soient dans de bonnes conditions de travail. Ils ont des devoirs. On avait aussi des devoirs. On avait le devoir de signaler. On avait le devoir de dire non à un ordre estimé illégal et on l'a fait. J'ai été suspendue 2 fois pendant mon mandat syndical. Il faut savoir que cette période-là, il n'y avait pas d'obligation de passe sanitaire pour les politiques, le culte et le syndicat. J'ai été suspendue pendant que je représentais un agent qui était en entretien de suspension. On m'a donné mon document pour me dire que je serais suspendue. Il s'est passé 10 minutes entre le moment où j'accompagnais l'agent qui allait être suspendu et le fait que je reçois mon document. Je n'ai pas eu d'entretien préalable. C'est ce qu'on a joué avec Maître Marian, Maud Marian, que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur mon premier recours. Et en fait, on a gagné. On a gagné parce que je n'ai pas eu d'entretien préalable. C'est pas parce que je n'ai pas respecté la loi du 5 août. C'est pas parce que ils ont respecté la loi du 5 août. C'est parce que je n'ai pas eu d'entretien préalable. Donc, l'établissement a revu ma situation. Parce qu'après, évidemment, comme j'ai eu le Covid, parce qu'il faut savoir que quand on avait le Covid, vous le savez pour la plupart, on avait le droit de revenir au travail. Donc, on était un danger en étant non vacciné, on n'était pas du tout un danger en étant contaminé. Et donc, contaminant. Et on revenait pour 6 mois. Il y a eu après, c'était 4 mois. Moi, ils ont essayé de me faire revenir pour 4 mois, mais comme l'arrêt maladie compte dans le contrat de travail, je suis revenue pour 6 mois. Je suis revenue, j'étais malade. On m'a pas demandé de garder les délais de 10 jours pour ne plus être contaminé. On m'a dit qu'il faut revenir le plus tôt possible. Bah oui, on manquait de monde. Ce n'est pas parce qu'on a fermé les lits qu'on avait plus de personnel. C'est pas parce que on avait plus de personnel disponible qu'on avait plus de personnel qui n'était pas malade. Parce qu'il faut savoir que les arrêts maladie 2020-2021 ont vraiment plu
il y en avait de partout des arrêts maladie. Les gens n'étaient pas que Covid, ils étaient aussi épuisés. Donc, n'oubliez pas de faire reconnaître la maladie professionnelle. N'oubliez pas juridiquement d'aller chercher la petite goutte d'eau qu'on a oubliée, ou la base. N'oubliez pas de continuer à vous défendre. Ils ont des devoirs, on a des droits. Et on a fait valoir notre devoir de préserver la population, notre devoir de prévenir la population, notre devoir de refuser et notre droit de choisir le traitement, notre droit de choisir pour notre propre corps, ce qui fait partie des droits fondamentaux. On ne peut pas revenir sur des droits fondamentaux. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut continuer, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve aussi face à des situations, moi j'ai des gens qui me contactent encore, qui ont des problèmes administratifs, comme moi par exemple, 14 mois sans salaire, sans RSA et sans chômage, puisque le France Travail et la CAF ne sont pas du tout formés pour étudier tous ces textes de loi qui ne devaient pas nous priver de nos droits sociaux. Et donc, on nous prive de nos droits sociaux. C'est-à-dire que les suspensions ne sont pas comptées dans nos calculs. Je suis en train de prendre contact avec des agents de la CARSAT pour savoir si ça va être pareil pour les caisses de retraite. Si jamais vous vous rendez compte que vos droits sociaux sont coupés à cause de votre suspension, eh ben, allez au juridique. Parce que c'est interdit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Donc, on a fait aussi une demande d'abrogation au Conseil d'État. On en refera une parce qu'elle a été débutée. Sur la réponse du ministère de la Santé à l'époque, je ne citerai pas M. Braun, qui nous a répondu « Le décret du 30 juillet 2022 n'a en aucun cas pour effet de maintenir l'obligation vaccinale. » Je sous-titre. Si je traduis cette phrase, donc on lui a fait 47 pages au Conseil d'État, le ministère a fait une page pour répondre ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait dû réintégrer tout le monde au 30 juillet 2022? Parce que le décret du 30 juillet qui appliquait la crise sanitaire et qui même levait les conditions exceptionnelles de crise sanitaire ne maintenait pas l'obligation vaccinale? On attend quoi pour les payer? On attend quoi pour faire revenir tous ces gens qui ont dû abandonner des patients? Parce qu'on parle de gens qui ont une vocation, à qui on a retiré un salaire, on a fait comment on appelle ça déjà? Déguisée, hein? Une sanction déguisée, je suis désolée, hein, c'est ça. Parce que si en plus on nous dit, c'est pour ça d'ailleurs que le Conseil d'État disait surtout ne leur enlevez pas les droits sociaux, sinon on est sur une sanction. Et même ceux qui sont sanctionnés, ils ont des droits sociaux puisqu'ils ont un salaire pendant 4 mois en attendant de passer en commission de discipline. Et c'est quoi cette histoire-là? On convoque à l'ordre et à l'ordre des infirmiers, j'en ai une, elle est pas mal. Je vais essayer de faire court, j'en vous en fais 2. La première, c'est à l'ordre infirmier. On est convoqué, et quand on est convoqué, on est face à des confrères et des consoeurs. C'est quoi ce clivage? On se fout la gueule de qui? On donne la responsabilité à des collègues de travail de vous punir. Pardon? Et assumez, messieurs les autorités. Venez voir. Mais chez l'ordre des médecins, c'est pareil, on est d'accord? C'est vos confrères et consoeurs qui doivent décider de votre sort parce que vous avez décidé de choisir pour votre propre corps. Ça, c'est pas du clivage. Et si ça devrait être puni, ça. Ça devrait être puni, c'est de la manipulation de masse. De la même façon, hein, ça devrait être puni. Donc surtout, vous n'hésitez jamais. Et je vous donne une dernière anecdote que j'adore. Je l'ai appris il y a 2 jours. On a une clinique que je nommerai pas, qui est dans la Drôme. Je vais les laisser tranquilles parce qu'on va les manger. Mais ils ont décidé sur la demande indemnitaire d'une soignante qui a été suspendue, une radiologue, ils ont décidé d'accepter, de proposer un rendez-vous de négociation. Vous êtes tous assis là? Ils lui doivent 28 000 € de salaire, ils lui proposent 1 800 €. Donc on a demandé 30 000. Et ouais, parce que s'ils viennent jusqu'à la négociation, dites-vous bien une chose, c'est qu'une clinique privée qui vient à la négociation pour éviter de passer au prud'homme, c'est que, je vais rester poli, elle se chie dessus. Donc, continuons en fait, continuons. Et c'est là que je remercie vraiment tous les avocats qui bougent, tous les gens qui bougent, tous les soignants qui bougent, tous les gens qui bougent aussi pour les Covid. Donc, je vais faire une parenthèse.
Ne vous laissez pas faire quand on vous interdit d'avoir la LD. Ne vous laissez pas faire quand on vous interdit la hache. Ne vous laissez pas faire quand on vous interdit quoi que ce soit en fait. Il faut que les gens donnent des arguments solides. Et à chaque fois qu'ils se prennent les pieds dans le tapis et qu'ils nous sortent de la merde dans leur compte rendu, je suis polie, et ben en fait c'est très utile et c'est d'utilité publique parce qu'il y a intérêt qu'on partage tout ça, parce que plus on sera nombreux à les mettre devant la merde qu'ils ont mis sous le tapis, et plus vite on gagnera. Bravo. Merci beaucoup, Olga. Est-ce que tu veux parler? Nous, ce qu'on veut, c'est des produits sûrs et efficaces. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos droits soient respectés. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler tous ensemble pour gagner. Merci, exceptionnellement, on a un interview qui a juste parlé 1 minute en plus. Donc, je vous présente le journaliste Nicolas Lefebvre qui a un message à vous passer. Tu peux lui passer le micro. Oui, bonjour. Moi, je suis un activiste en Belgique. Et donc, j'avais monté une SBL, une association juste au début du Covid qui s'appelle bonsensbelgique.be, qui n'a rien à voir avec Bon Sens France. Et donc, nous, ce qu'on avait fait, c'était le consentement éclairé, parce qu'on parle beaucoup de consentement. Le consentement, c'est simplement dire est-ce que tu veux ou tu veux pas. Le consentement éclairé, c'est est-ce que tu veux ou tu veux pas, mais je te dis tout ce que tu vas avoir comme effet indésirable si tu te fais inoculer l'injection. Et donc, de ce fait-là, nous, on a été dans les centres de vaccination et on a essayé de se faire injecter. Mais quand on a présenté ce papier-là à tous les médecins qu'on a croisés, on s'est chaque fois fait jeter par la police dehors. Donc, moi, j'ai regardé les lois françaises et les lois belges. Elles se correspondent. Les articles ne sont pas le même numéro, mais les textes sont exactement pareils. Il est interdit de faire des expériences sur l'humain sans le consentement des personnes et sans rémunération et sans suivi derrière. Ici, on a eu une expérience sur l'humain sans consentement et sans avertir et sans indemnisation sur ce qui s'est passé avec l'examen. Et maintenant, moi, ce que je voudrais dire, c'est là le sujet de mon intervention, c'est que maintenant, on va inoculer à tous les enfants et à tous les nourrissons cette nouvelle soupe, puisque maintenant, on va tous passer à l'ARN messager pour tout ce qui est vaccin. Et donc, on est occupé ici de faire un génocide de tous nos enfants. Et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire c'est ça. Et c'est ça que je voudrais lancer une bouteille à la mer à tous les avocats et de faire le consentement éclairé à distribuer à tous les parents qui voudraient faire vacciner leurs enfants. Merci. Et une réponse, allez tous vous faire inoculer. Alors, monsieur Gilbert, si vous voulez chanter une chanson, on vous l'accorde et après, c'est repas pour tout le monde. Lancez-moi le contenu. Ce sera pour cet après-midi. Peut-être vous aurez peut-être la priorité ou peut-être la chance, je ne sais pas, d'entendre des chansons qui sont sur YouTube. Hein. Par exemple, Pourtant que cette arnaque est belle, sur un air connu. On a tous en nous un ras-le-bol de cette comédie. Certains connaissent. On a tous en nous un ras-le-bol de cette comédie. Bon, on le fera avec la bande-son, peut-être, si on peut. J'ai écrit également La France des canards.